Ok, bonjour à tous et bienvenue sur ce point marché d'LIFX. Donc je vais faire un petit test de son. Alors je m'excuse du retard, j'ai une mise à jour à faire sur cette plateforme de diffusion et du coup ça m'a généré en fait un retard donc sur l'horaire, 16 heures. Donc je vous présente mes excuses. Voilà, donc si vous pouvez me confirmer que le son est OK pour vous sur le chat, je vous remercie par avance. Donc Nicolas Lavallée d'LIFX. Et je vais faire donc aujourd'hui un point marché. Contrairement à la semaine dernière, où la semaine dernière j'ai vraiment fait un cours, on va dire, de trading, où je vous ai vraiment expliqué ma façon de voir dans le détail, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur la façon dont vous devez lire mes analyses et les opportunités que je peux donner à la fois en termes d'idées de trading et de biais directionnels. Alors avant tout, donc petit message d'avertissement, la négociation sur marge, vous le savez, sur le marché des devises ou via les produits CFD, donc relativement à la plateforme FXM, comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. L'utilisation des leviers est une chose qu'il faut savoir utiliser avec précaution et parcimonie, vous le savez. Donc vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Je vous laisse lire la fin du texte et je vérifie que vous entendez bien le son. Donc si vous pouvez me confirmer sur le chat que le son est OK, je vous en remercie. Et je vais donc attaquer le point marché. Alors, on va attaquer ce point marché par le Forex. Et puis, je ferai donc un tour rapide sur les indices. Avant toute chose, l'euro USD, on va attaquer sur l'euro USD. Je viens de vous envoyer, donc ok, merci visiteur, merci Alain pour votre retour de son, merci à vous. Je voudrais attaquer donc sur l'euro USD et donc faire un rappel sur la méthodologie. Euh, donc l'idée c'est quoi? L'idée principale, ça va être d'utiliser en fait le principe d'action-réaction qui ont été décrits par Bobson et Andrews dans la littérature, que vous pouvez trouver, même si elle est difficile à trouver, que vous pouvez trouver sur le net. Et donc, ces deux personnes qui ont amené énormément de choses en termes de théorie sur l'analyse graphique, ont exprimé une particularité, une propriété très importante des marchés, qui est en général un retour des prix vers l'axe médian quand on peut trouver en fait un canal de régression. Donc ça c'est quelque chose, et d'ailleurs ça a fait la fortune de Bobson, pour ceux qui ont un petit peu cherché sur l'histoire de cet homme, et qui a eu d'ailleurs Alan Andrews comme étudiant. Et donc en fait, il a remarqué, donc c'est un principe qui prévaut sur les marchés financiers depuis qu'il a commencé, j'ai envie de dire à l'étudier, mais j'ai envie de dire depuis tout temps, c'est-à-dire depuis les années 30 et avant, qui est que quand un canal de régression peut être détecté, c'est-à-dire un canal pour lequel la ligne médiane montre qu'elle est bien l'axe médian des prix, et bien quand le marché euh, vient toucher une des bornes, en général donc ici la borne basse c'est la borne, on a la borne en fait d'action, la borne de réaction, le prix viennent rechercher l'axe médian, donc l'équilibre dynamique des prix, et là nous arrivons donc à ce que j'appelle un point d'arbitrage. Donc je base en fait, j'utilise ces propriétés très souvent dans ma recherche de biais directionnel. D'accord. Donc je vais, au regard de cette propriété, regarder si elle vient en confluence d'une zone de résistance, de cluster, et si c'est le cas, ça veut dire qu'on a à ce moment-là un très bon point d'entrée, un point sur lequel on devrait voir le marché partir. Et donc c'est la raison pour laquelle les 1,13 sur l'euro étaient pour moi une proposition de short, que je vous avais émis en fait sous la forme d'un article, puisque ça correspondait justement en fait au croisement de deux canaux, puisque nous avions en fait cette fourchette d'Andrews, pour le coup c'est une fourchette objective, en utilisant vraiment les points pivots remarquables, et ce canal de régression pour lequel on avait une oblique inférieure très nette et pour lequel on avait le marché qui donc se trouvait sur la partie supérieure. Donc on avait à ce moment-là une confluence graphique, donc c'est de l'analyse graphique, pour lequel entrer donc en résonance
plusieurs éléments de résistance. Et donc ici un plan de short, puisque on n'achète pas en fait un cours sous résistance, on essaye au contraire de le vendre. Et donc direction pour moi les 1,06. Et la question maintenant, puisque certains d'entre vous n'ont pas forcément shorté ce point haut, c'est de regarder quand est-ce qu'on peut réentrer sur l'euro USD en short, d'accord, puisque l'idée c'est pas de le shorter maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes désormais arrivés sur cette oblique, hein. Donc c'est une oblique, hein, qui est issue d'une fourchette d'Andrews, et c'est une oblique qui va réagir en tant que support dynamique, d'accord. Donc c'est une oblique baissière, donc ça veut dire que le marché peut continuer d'allonger, il peut continuer à baisser, hein. C'est pas un point d'achat. C'est pour ça que je reviens sur ma méthodologie. L'idée, c'est de déterminer un biais directionnel et de rechercher des zones stratégiques d'intervention qui nous remettent en fait à meilleur prix dans le sens de ce biais directionnel. Donc on cherche à shorter l'euro. Je cherche à shorter, on cherche à shorter l'euro depuis les 1,13. Donc pour ceux qui sont déjà entrés, l'idée c'est quoi? C'est de renforcer sur des points de repli. D'accord? Très simple. Donc maintenant, comment on va essayer de déterminer un point de repli qui serait acceptable pour réentrer en position. D'accord. C'est l'idée justement d'une analyse graphique, rechercher des zones qui vont nous permettre de mettre en valeur différents niveaux de résistance qui vont entrer en percussion dans le même timing et qui vont donc ajouter en termes de probabilité au fait que les cours peuvent se retourner sur cette zone. Donc, premier point, donc ici nous avons une oblique, hein, basse et haute. Cette oblique, si on peut la prolonger, on peut voir qu'un retour des prix sur les indices 40 sur ce timing, c'est important, coïnciderait donc avec un pullback. Le marché a cassé le bas de ce canal. Si le marché revient sur ce timing sur les indices 40, on est donc en pullback de cette oblique. Cette oblique, par principe de polarisation, avait fait ici support, elle fera désormais résistance. Donc c'est un premier élément de résistance. Okay. Le deuxième élément de résistance, ce sont les niveaux de retracement. Quand vous prenez cette vague baissière, eh bien, vous posez donc un niveau de retracement Fibonacci, hein. Vous allez sur cet outil qui est ici et vous sélectionnez donc plus haut, plus bas sur l'outil Fibonacci, retracement Fibonacci, et vous avez donc les différents seuils, 23% de retracement, 38,2, 50%, 61,8. On voit que c'est un 11,40 coïncide avec un retracement 38,2. Donc c'est également un niveau de résistance, puisque les niveaux Fibonacci sont vus par le marché et donc opèrent en tant que résistance. Alors ce ne sont pas forcément des résistances fortes, mais ce sont des résistances, c'est-à-dire qu'en général, dans des unités court terme, il y a des vendeurs qui peuvent se manifester sur ce seuil. On peut également voir sur la gauche les mèches, hein, qui sont ici. Si je devais prolonger donc ce trait qui est ici, cette horizontale, on peut voir que le marché a bloqué, hein, sur ce seuil. Donc les indices 40 correspondent également à une résistance chartiste. Okay. Et dans ma recherche des canaux de régression, vous savez que j'axe mes analyses sur cette recherche de canaux de régression pour comprendre les éléments de timing qui agiraient en fait dans notre sens. Et bien, quand on prend ce canal de régression que je vous propose, on va se mettre en H4, vous allez mieux le voir. Je vous invite en fait à regarder comment se sont comportés les cours sur cette ligne médiane qui est ici. On voit que les cours ont longé cette médiane qui est là et on voit très bien le marché qui actuellement est posé sur le bas de ce canal qui n'est qu'une proposition de canal, parce que on est bien d'accord pour dire que ce canal n'existe pas encore. Okay. C'est justement l'intérêt de cette recherche. C'est partir du principe qu'un canal chartiste qui est nettement vu par le marché perd toute sa valeur. Vous pensez bien que si tout le monde voit qu'on est arrivé sur un haut de canal chartiste parce qu'il y a eu plein de points de contact en haut et en bas, vous pensez bien que le marché ne va plus réagir dessus. Simplement, pourquoi? C'est le bon sens, parce que si vous voulez vendre un haut de canal baissier et qu'on arrive en haut de canal, vous allez le vendre un peu avant,
simplement parce que vous n'aurez pas la certitude que le marché va vraiment toucher la borne haute et que vous voulez être sûr de prendre le mouvement. Bah, si tout le monde fait ça, le marché va partir avant. Voyez, c'est pour ça que plus une information est visible et clairement visible, moins elle devient pertinente, plus elle perd en valeur. Donc l'idée c'est de rechercher des canaux, des niveaux de canaux euh, qui réagissent en fait de façon claire sur la ligne médiane. Et si c'est le cas, eh bien un retour sur la borne haute de ce canal, par principe d'action-réaction, va entraîner les cours vers l'axe médian des prix, c'est-à-dire vers la ligne médiane. Et ça, c'est un principe qui est extrêmement fort. Alors pour le coup, hein, vraiment, je vous invite à le regarder. Je vous invite à le regarder. Alors, commentaire de la part de visiteurs, mes 2 dernières vidéos sur YouTube ne sont pas visionnables, privées ou supprimées. Alors, bah, écoute, désolé, je vais regarder ça, mais elles sont bien sur le serveur. Et donc, je vais regarder ça. Ok, donc je prends note pour les problématiques de son. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, je reviens donc sur ce principe d'action-réaction pour qu'on soit clair sur la compréhension qu'il faut en avoir. Ce que je dis en voyant donc cette proposition graphique, c'est que si le marché vient chercher cette zone des indices 40, c'est une zone pour moi intéressante à shorter parce que elle vient de nous montrer différents niveaux de résistance. Mais je ne sais pas dire si le marché va y aller. Il n'y a rien qui nous dit qu'à ce stade, le marché va aller là. Et c'est pas ce que je dis, hein. C'est pour ça que, en termes de légende, quand vous avez un trait en pointillé, ça reste en fait une hypothèse de travail. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose pour lequel je veux m'engager en termes de directionnel. Mais si le marché vient rechercher cette zone, oui, alors, et là vous avez un trait plein, alors oui, je veux vendre. Vous voyez un petit peu comment il faut vraiment lire mes graphes, c'est vraiment important, hein, puisqu'en fait, ce que je vous donne là, c'est une préparation, c'est une idée de trading conditionnée par une trajectoire que le marché doit suivre, à la fois en termes de prix et à la fois en termes de timing. D'accord? Et c'est vraiment là où les canaux de régression sont importants, c'est qu'ils nous apportent justement cette information de timing. Donc, nous avons pour l'instant un mouvement qui est très directionnel qu'il faut respecter. Donc, l'idée n'est pas d'acheter l'euro. D'accord? Mais il est très compliqué de vendre maintenant l'euro sur ce seuil. Pourquoi? Parce que vous allez avoir quand même un stop qui ne va pas être facile. Simplement parce que vous allez mettre votre stop où? Alors vous pouvez le mettre éventuellement au-dessus de cette avalante, vous voyez, mais ça vous fait quand même un stop relativement loin. C'est-à-dire que si le marché doit retracer, vous allez commencer à perdre un peu confiance. Et puis on est quand même sur un support. On voit, on est sur une oblique, certes baissière, mais on est quand même sur un support. Donc ça peut retracer. Donc acheter maintenant, je ne suis pas certain que ce soit le bon timing. J'ai même envie de vous dire que c'est un mauvais timing. D'accord? Vous avez une problématique de stop et vous êtes sur des niveaux de support. Voilà, qui ne sont pas suffisamment fiables pour qu'on achète l'euro USD, mais qui ont quand même le mérite d'exister. Et donc du coup, j'ai envie de dire, eh bien, qui doivent à minima être respectés et donc respectés au moins en termes de non-short. Il ne faut pas vendre maintenant. Par contre, si effectivement on retrace, le marché retrace sur les indices 40, et bien là vous commencez à avoir des arguments et vous allez peser en fait le pour et le contre. Donc le pour, c'est qu'effectivement on a une résistance chartiste, on est en pullback d'une oblique, on est sur un niveau de retracement 38,2, donc on a plusieurs éléments et on sera en retour sur ce haut de canal avec une ligne médiane qui nous donne des garanties. D'accord? Ça nous fait quand même 4 éléments qui viennent nous dire que là on a quand même un niveau de résistance intéressant. D'accord? Après, le marché peut aller plus haut, hein. Ça reste pas forcément évident à trader. Moi, dans ce genre de situation, je mettrais mon stop au-dessus du retracement 50%. Puisque là, ça veut dire qu'on aura quand même vraiment cassé le haut de ce canal en franchissant des résistances. Donc, ça veut dire que cette stratégie commencera à sentir un peu le roussi. D'accord? Mais on a quand même pas mal d'arguments qui vont dans notre sens pour nous dire que oui, là, on devrait voir des vendeurs. Et si on a bien des vendeurs, on est en position et on voit des vendeurs qui se manifestent, c'est-à-dire un mouvement d'impulsion qui part baissier, eh bien, ça veut dire quoi? Je vais reswitcher en H4. Ça veut dire qu'on va se mettre 2 TP. Ok?
Et donc là, vous allez reconnaître mes éléments de stratégie, puisqu'ils sont invariants. On aura un premier TP, retour ligne médiane. Donc par principe, ligne droite d'action, droite de réaction. Donc par principe donc, de retour sur la ligne médiane des prix, on aura ici un TP obligé. D'accord. Dès que vous voyez que les cours arrivent sur cette ligne médiane, prise de profit. Ici, si le mouvement part, vous vous mettez rapidement stop 0, vous neutralisez votre risque, et là vous prenez donc une partie de vos gains. Vous pouvez prendre par exemple 50%, et le reste, eh bien le reste, vous le tenez jusqu'à obtention du TP final, c'est-à-dire le TP qu'on se donne en horizon journalier, c'est-à-dire un retour vers le bas de cet oblique, donc un bas de triangle. D'accord. Ce faisant, vous serez rentré avec un stop très petit. Vous aurez vite neutralisé votre risque dans un premier temps si le marché part bien en impulsion, et on a des raisons de le croire puisqu'on a 4 éléments de résistance sur ce seuil. TP sur la ligne médiane, ça correspondra de toute façon à un retour sur cette oblique, sur cette ligne médiane donc baissière. Donc un TP1 qui a du sens et un TP2 donc sur le bas de l'oblique inférieur, qui est ici donc dans une modélisation d'un euro en triangle. D'accord. Et là, vous avez donc un plan de trade avec un point d'entrée clair, soutenu par des résistances. Vous avez un money management, c'est-à-dire des TP intermédiaires clairs et qui correspondent à des principes qu'on ne change pas, donc des principes objectifs, des règles d'or, et le tout qui vous donnera un risk-reward, mais vraiment très très attractif. D'accord. Alors maintenant, je ne sais pas vous dire si le marché va nous servir. Okay, je ne sais pas vous dire si le marché va bien aller rechercher les indices 40. Mais c'est pas le problème. C'est-à-dire, le problème, il est surtout de comprendre que là, c'est pas le bon timing pour vendre, et que ici, si le marché suit cette trajectoire, que là, oui, c'est un bon timing pour vendre. C'est ça qui est important. Il faut comprendre en fait où on est, quelles sont les zones sur lesquelles on a un maximum de choses qui vont dans notre sens, et ce sont ces zones-là que vous voulez jouer. Après que le marché les serve ou pas, c'est le marché et on ne peut pas malheureusement le dicter. C'est lui qui nous dira s'il veut bien atteindre cette zone en suivant cette trajectoire. Et ça arrive quand même relativement souvent que effectivement quand on a ce genre de situation, le marché se dise bah oui, si j'étais un intervenant et que j'avais vendu ce seuil et que j'ai le même type d'approche analytique, je me dis qu'ici on arrive quand même sur des niveaux de support, j'ai envie de prendre des bénéfices, et donc ces bénéfices peuvent occasionner donc un retracement. Mais voilà, l'idée n'est pas d'acheter l'euro, mais d'attendre une zone donc intéressante. Alors il y en a une autre, c'est les 1,0960. Les 1,0960 peuvent être intéressants puisque ça correspond également à un niveau de résistance chartiste. Ça correspond à la ligne médiane, donc on a quand même une oblique qui fait office de résistance dynamique, d'accord, clairement. Et ça correspond également au retracement 23,6 de donc tout ce mouvement de baisse depuis les 1,13. Donc c'est une autre résistance, c'est une autre confluence qui est moins forte que celle-ci, mais c'en est une. Donc on peut tout à fait avoir une réaction baissière sur ce seuil et l'euro peut tout à fait repartir. Je ne sais pas le dire, je préférerais personnellement qu'il aille rechercher les indices 40 puisque ça correspondrait à un niveau de retracement plus profond et avec cette fois-ci un vrai pullback sur cette oblique. Donc on aurait des arguments plus forts en fait on aurait certainement ici une situation on va dire à plus haute probabilité que cette résistance donc des indices 60. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce que je tenais à préciser. Donc merci JS. Alors pour répondre à Alain, et je vais répondre également à un visiteur. Je n'ai pas compris d'où venait cette droite indice 40 sur l'euro USD à l'origine. Donc cette droite en fait c'est une droite qui est ici. À l'origine, c'est une fourchette d'Andrews. C'est une droite qui lie les bas qui sont là en fait. Donc en fait, l'euro a formé une forme de canal assez clair. C'est un flag qu'il nous a fait. Vous voyez ici, on a eu A, B et C. Donc on a bien une oblique qui est comme ceci, qu'on peut reporter sur la partie haute. D'accord. Donc bon, je pourrais la tracer un peu mieux, mais elle est vraiment parfaite. D'accord. Donc on a bien une oblique ici, et si le marché vient chercher l'indice 40, eh bien on est en pullback de cette oblique. On a cassé un flag sur l'euro, et par principe d'action-réaction, le marché est venu chercher la ligne médiane. Donc là c'est un support.
J'espère donc un pullback sur les indices 40, puisque c'est un pullback sur cette oblique et les niveaux de résistance qu'on a évoqués, donc ensemble. Ok. Donc voilà, ça c'est mon analyse sur l'euro USD. En ce qui concerne l'euro GBP, je voulais venir, pardon, je vais en fait effacer ça. Alors, l'euro GBP, vous le savez, moi j'ai un problème sur cet euro GBP. Donc je termine le tour sur l'euro. Après, on va voir l'euro CAD pour voir où il en est. L'euro GBP, je vais enlever tout ça, pardon. Je vous avais dit déjà depuis quelques temps que je cherchais à le vendre. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés également sur une zone de confluence. Alors, moi je l'ai vendu de façon agressive. C'est pas forcément le plan. C'est pas forcément le plan. Alors, question de débutant de la part de JS, les annonces de la BCDE auront quel impact sur les cours haussiers ou baissiers? Le but de Mario n'est-il pas de faire baisser l'euro? Oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que si le marché a anticipé l'annonce de Mario et qu'il a été chercher un point bas, il y a toutes les chances que le marché aille contre la news. C'est-à-dire qu'on vend la rumeur et on achète la news. C'est-à-dire qu'on a vendu finalement la probabilité que Mario ait un discours bearish, et donc le marché a baissé en anticipation de ce discours. Le discours arrive et finalement il n'apporte pas de surprise parce que le marché attendait ce type de discours et donc le marché retrace. Donc ça peut paraître très surprenant et très contre-intuitif, mais n'oubliez pas que le marché est souvent contre-intuitif. D'accord? Il essaye de raisonner, il part justement de vous prendre à contre-pied. Et donc il faut comprendre ces mécaniques-là. Okay. Ça ne veut pas dire qu'après ça ne va pas redevenir bearish, mais en général le marché vient chercher des seuils techniques avant un discours, puis après retrace pour aller chercher, par exemple, vous voyez ici, si le marché, on est arrivé en haut finalement de canal l'euro face au GBP, bon ben voilà, il peut retracer et puis repartir après. Vous voyez, sur des discours, on peut avoir des retracements pour finalement après repartir ou inversement, en fonction de l'actif que vous tradez. Mais d'une manière générale, c'est ce principe-là que je veux que vous reteniez, le rôle d'un marché d'anticiper, et d'anticiper donc le fondamental. D'accord? Il est tout le temps à la recherche d'un équilibre, le marché. Il est tout le temps à la recherche d'un équilibre. Donc quand le marché sent que le fondamental n'est plus en équilibre, il va essayer de chercher le point d'équilibre. Donc il ne va pas attendre que le fondamental s'exprime clairement, c'est trop tard. Il va de suite rechercher ce point d'équilibre. Et quand le marché a donné la news, bon bah qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de nouvelles informations susceptibles de faire baisser l'euro. Si Mario Draghi nous donne un discours bearish et que le marché l'a anticipé, bah, quelles sont les news pour faire baisser l'euro? Elles sont connues par le marché, donc il y a un retracement qui peut s'opérer. D'accord? Puis après, si on arrive de nouveau sur des seuils techniques de retracement intéressants, comme j'ai pu vous le donner, qui nous donnent des résistances, bon bah là de nouveau il y a des vendeurs qui se manifestent et puis l'euro peut continuer, donc partir sur son mouvement. Et vous aurez, vous, si vous avez vendu l'euro sur l'annonce de Mario Draghi, vous aurez servi de contrepartie aux grosses mains qui finalement auront pris des bénéfices sur votre dos. Alors, l'euro GBP, pourquoi je cherchais à le vendre? Simplement parce que j'ai une belle confluence de choses. Vous voyez, ça c'est un graphe, il est vraiment pur. J'aime bien ce genre de graphe parce qu'il montre des clusters qui sont très clairs. On n'a pas toujours la chance d'avoir des clusters aussi propres. Okay, mais essayons d'étudier le plan ensemble. Okay, on a un euro GBP qui est bullish. On a eu un socle. Okay, on a un triple bottom. Le triple bottom a généré une expulsion haussière. Okay, si vous vous rappelez un petit peu quels étaient les éléments techniques de moyen terme relatifs à l'euro GBP. Je vous avais tout donné il y a quelques mois de ça. Je vous avais indiqué que... Alors, je vais enlever ça, pardon. Je vous avais indiqué que cette zone qui était ici était une zone intéressante pour rechercher des achats. On était sur un bas d'un canal de régression clair en train de constituer un socle. Okay, et le marché est venu chercher le haut de différents canaux d'Andrews. Donc là, il aimerait bien aller plus haut, mais il y a des résistances claires. D'accord? Alors, on est dans le domaine de l'analyse graphique. D'accord? Évidemment, vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que les fourchettes et les canaux de régression
font l'objet de recherches importantes de la part des grosses mains, puisque derrière, ça correspond en fait à des prises de position qui sont des prises de position lissées dans le temps de la part des grosses mains. Vous pensez bien qu'elles ne vont pas intervenir d'un bloc, elles vont lisser leur prise de position. Ça génère un certain angle en fait sur le marché, d'où la notion de canalisation, d'où la notion de canaux de régression, puisque ça suit donc une certaine logique arithmétique, et donc derrière des heuristiques, des programmes informatiques. D'accord. L'idée de chercher ces canaux de régression, c'est finalement regarder comment derrière ces grosses mains interviennent et sous quel finalement axe temps-prix, quels sont finalement, quel est quelque part le paramétrage utilisé par leur intervention en termes de programmation. Donc ici, on est arrivé sur le haut d'une fourchette bande rose qui fait résistance et qui plus est sur un cluster très important, puisque les niveaux 1,618 et 200% dans le cas d'un double bottom sont des niveaux de résistance clairs. Donc c'est normal que le marché retrace sur ce seuil. C'est tout à fait normal, d'accord. Et donc, parce qu'on avait 3 éléments de résistance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est bearish sur l'euro GBP. On est bearish à court terme, mais on reste bullish moyen terme. Donc là est la différence entre la tactique et la stratégie. Si vous êtes des joueurs d'échecs, vous comprenez ce que je veux dire par là. Un joueur d'échecs, quand il réfléchit en fait à des plans stratégiques. C'est-à-dire qu'il va regarder finalement sur l'échiquier quelle est la zone d'intervention où finalement ces pièces ont la meilleure finalement ont la meilleure chance de percer, d'accord, pour attaquer l'adversaire. Donc ça reste, on est dans le domaine des plans stratégiques. Et ensuite, il va calculer tactiquement donc les différents coups, ses coups à lui et ce que peut jouer l'adversaire, pour vérifier que ce plan stratégique a du sens également tactique, qu'il n'y a pas des pièges qui peuvent lui être tendus. Okay. Donc dans le trading, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a stratégiquement ici, en fait, un actif qui est bullish, mais tactiquement, ici, le plan n'était plus d'acheter. Donc tactiquement, pour se remettre dans une stratégie acheteuse, on va attendre que l'euro GBP revienne sur des niveaux de support intéressants. Alors, le premier niveau de support intéressant, on y arrive. C'est celui-ci, les 1,618 en cluster avec les 1,272. On voit très bien qu'il a fait office de résistance à un moment donné par le marché. Le marché, regardez, c'était très clair, il a buté sur cette résistance qui est là. Il est venu reprendre en appui sur ce support double, et il est reparti et il bloque de nouveau ses résistances. C'est très propre, d'accord. Et ça montre bien l'importance des niveaux Fibonacci et des canaux sur lesquels le marché essaye d'osciller. Donc on peut avoir une réaction bullish ici, sur ce seuil, qui peut tout à fait faire ceci. Voyez, c'est pour ça que c'est compliqué de vendre un actif qui est bullish, parce qu'on n'est pas sûr de notre stop. On peut très bien avoir un marché qui vient refaire un plus haut pour créer un double bottom et venir chercher la zone basse. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle, tactiquement, ici on recherchait des shorts, mais en court terme. Plus on ne cherche pas ici à vendre à moyen terme. Le plan à moyen terme, c'est d'essayer de l'acheter sur un retracement intéressant. Donc c'est clair que si le marché vient rechercher, vous voyez, cette zone de prix qui est vert, donc les 0,74, sur ce timing qui est ici, c'est-à-dire en bas de cette fourchette d'Andrews, et bien par action-réaction, qu'est-ce qu'on attend du marché? Qui viennent rechercher l'axe médian des prix. Et là, on aura un point d'arbitrage. C'est-à-dire, est-ce que le marché va finalement vouloir aller plus haut et réaliser de nouveau un plus haut, ou alors va essayer de rechercher un retracement plus profond. Dans ce cas-là, on sera dans la constitution d'un canal de régression d'ordre supérieur. Je ne sais pas répondre à cette question, et c'est la raison pour laquelle nous, on aura un take profit, un TP1. On prendra position ici, on prendra un TP1, et le solde, on le laisse courir avec nouveau TP si on vient chercher le haut du canal. D'accord. C'est une stratégie qui est claire, qui utilise donc la confluence de canaux, à la fois pour le timing et pour les prix, et de niveau de support chartiste et Fibonacci. Okay. Donc c'est quelque chose qui est très visuel et qui est assez, j'ai envie de dire, facilement exploitable à partir du moment où vous ne vous enfermez pas dans un biais et surtout que vous savez ajuster vos canaux de régression par rapport à la réalité du marché. D'accord. Et ça, c'est très important. On voit bien que cette fourchette d'Andrews, on voit bien que l'axe médian a fait l'objet de touchettes de par le marché.
comme si le marché résistait avant que cette fourchette soit constituée. D'accord? Plus vous avez de contacts sur la ligne médiane, plus votre canal de régression, votre fourchette d'Andrews est donc efficace. Oui, JS, il faut essayer de comprendre effectivement les grosses mains. Alors oui, j'ai un avis. Pourquoi ne pas acheter l'euro-dollar, Patrick? Parce qu'il est super bearish et que c'est plus facile pour les particuliers de se positionner dans le sens d'une tendance que de jouer contre tendance. D'accord? C'est très difficile de jouer contre tendance. Par contre, si la tendance est claire et qu'on arrive sur des niveaux de retracement vraiment attractifs, eh bien, sur une action des prix, on se repositionne, on a un stop clair, c'est plus facile à jouer, on est dans le sens de la houle, tout simplement. Alors, on peut aller voir l'USD CAD. Donc l'USD CAD, oui, j'ai émis un article sur l'USD CAD, nous sommes sur un niveau de support croisé. Donc pour moi là, je pense que c'est plus le timing de vendre l'USD CAD. D'accord? On avait un super timing là-haut, hein, quand on était sur les 1,45. Pour le coup, je vous avais donné pas mal de choses. Et dans ma recherche des canaux de régression, donc pas évident, hein, je vous l'accorde que j'ai une fiabilité assez réservée sur ce canal. Néanmoins, je peux voir des contacts sur la ligne médiane. Bon, il est fragile. Je préfère vous le dire, il est fragile. Je ne suis pas super à l'aise avec ce canal de régression. Néanmoins, j'ai un swing high-low. Quand je le cale sur les plus hauts, on est sur la partie basse. Okay, cette partie basse correspond également à un niveau de support chartiste et un niveau Fibonacci clé au regard de mon analyse. J'ai essayé de comprendre quel était ce mouvement de retracement. Si nous avons bien une vague ABC, eh bien nous sommes également sur un niveau important relativement à ce retracement. Mais il peut aller plus bas. Je n'ai pas envie de l'acheter. Voilà, c'est le genre de situation où même si j'ai un support chartiste, je suis sur le bas d'un canal de régression, j'ai que deux éléments vraiment qui jouent en ma faveur. Le niveau Fibo il n'est pas clair, je préfère des niveaux d'expansion à 100%, c'est-à-dire des vagues A égale vague C, et là on n'y est pas, et donc je ne suis pas serein. Néanmoins, on ne peut plus être vendeur ici. Il faudrait vraiment un retracement, et un retracement pourrait être par exemple un retour des prix sur la ligne médiane. Je ne sais pas s'il va y aller, hein, c'est pas ce que je dis, mais si on devait avoir un retracement sur la ligne médiane, avec ici une action des prix claire, ça serait intéressant parce qu'on aurait retracé 50%, on serait de retour sur une oblique, donc une oblique de résistance dynamique, et donc pourquoi pas retenter un short cette fois-ci avec un stop assez large pour viser une cassure du canal et donc rechercher les 1,30. J'ai envie de dire, ça pourrait être le plan. Sinon, c'est attendre qu'on casse ça et rechercher une zone de pullback derrière. Donc là, c'est un macro plan, je ne l'ai pas travaillé vraiment dans les niveaux Fibonacci comme j'ai pu le faire sur l'euro USD, mais c'est ce que je préfère vous dire. Je pense qu'ici, il peut rebondir. On a des éléments qui viennent en support, donc je m'attends quand même à un rebond, mais j'ai pas envie de l'acheter personnellement. Voilà, j'ai pas envie de l'acheter personnellement parce que, en rappel, si je vous mets la vue moyen terme sur l'USD CAD, regardez le problème en fait. Hein. Vous le connaissez le problème. Hein. Je vous avais dit qu'ici, vous vous souvenez, hein, quand je vous avais donné ce graphe, on était en train de faire un maroubouzou ici. Hein. On avait une grande bougie rouge et je vous avais dit, vous allez voir comment la bougie mensuelle va se terminer. On est exactement sur un niveau de cluster qui correspond à des problématiques de canaux. Vous voyez, on a ici une fourchette positionnée à l'origine sur le point bas. La fourchette d'Andrews, elle est comme ça, hein, d'accord? Elle est comme ça, la fourchette d'Andrews. Mais si je l'ajuste sur les plus bas, donc là, je suis en train de rechercher un canal de régression, d'accord, qui tient compte donc du marché. Je regarde comment le marché a pris appui sur la ligne médiane. Est-ce qu'il a fait est-ce que cette ligne médiane a fait l'office à un moment donné de support et de résistance? Vous voyez, c'est ça que je vais rechercher. Si c'est le cas, attention danger, le marché peut osciller sur cet angle. Et là, on est arrivé en haut de ce canal. On est arrivé sur un niveau donc important de flat possible en termes d'analyse idiotiste. Et donc là, quand le marché était là, moi j'ai dit attention, là il faut vraiment plus chercher à acheter l'USD CAD, et tous les articles que j'ai pu faire sur l'USD CAD, sur l'EuroCAD, étaient tous bearish. Et regardez comment l'EuroCAD s'est enfoncé. Pour le coup, j'ai été critiqué à un moment donné, justement, je me souviens d'ailleurs sur un cours en direct,
où on me demandait mais comment je pouvais être bearish sur l'Eurocad. Bah, vous voyez que l'Eurocad, hein, c'était clair et net. On avait un magnifique canal de régression, les cours étaient ici, même principe, on était sur un niveau de cluster super important, double bottom, niveau des 200%, c'est-à-dire un niveau de prise un niveau d'objectif pour ce double bottom, haut du canal de régression. Regardez comment il enfonce. D'accord. Donc moi j'étais vraiment que sur du short, sur les valeurs en fait en CAD. Et donc par action-réaction sur cette fourchette qui est ici, le marché est venu rechercher la ligne médiane. Mais maintenant, on est en train d'aller rechercher la ligne médiane de ce canal de régression. Donc objectif, TP1 a été touché. Maintenant, on cherche le TP2, 1,40, voire légèrement en dessous. D'accord. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, et j'espère d'ailleurs que ceux qui m'avaient interrogé sur l'Eurocad se reconnaîtront, parce que je pense que ceux qui étaient bullish sur l'Eurocad se sont bien fait stopper. Voilà. Alors, on va continuer sur les actifs. Il y avait le GBP USD qui était intéressant. Le GBP USD est intéressant parce que nous sommes sur le bas d'un canal de régression potentiel. J'aime pas beaucoup. Personnellement, je l'ai mis de côté. D'accord. J'ai mis le GBP de côté parce que je comprends qu'il rebondit sur cette zone. Euh, Quand on regarde bien, si on prend un peu de recul sur le GBP, je vais vous mettre en mensuel. Si on prend du recul sur le GBP, on est sur des zones de rebond claires, mais qui sont vraiment pas évidentes à trader. Regardez, ça c'est une vue mensuelle. Ok. Bon, je vous la connaissez puisque vous savez que je suis vraiment bearish sur le GBP depuis que le marché est venu chercher donc les 1,60. Parce qu'on avait également ici, en fait, on avait un principe qui était violé par le marché, c'est qu'on a une très belle oblique qui est ici, pour lequel on avait des points pivots clairs, donc un canal de régression, et le marché a échoué à rejoindre la ligne médiane de ce canal de régression. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que le marché n'a pas eu suffisamment de puissance pour rejoindre un axe dynamique des prix, ce qu'il fait dans 80% du temps, et quand il n'y arrive pas, eh bien, il va casser en fait la fourchette par le bas. Et donc, il y avait un vrai risque sur cette euro GBP de voir une cassure de cette grande fourchette d'Andrews par le bas. Alors maintenant, c'est bien beau de dire ça, faut encore pouvoir le trader. Et je vous avoue que le GBP, c'était pas un animal facile à trader, tellement il a montré des axes chevauchants. Alors, dans ma recherche, donc là c'est de la recherche, d'accord, ça veut dire que c'est pas à prendre pour argent comptant. J'essaye de trouver les obliques qui nous permettent de déterminer des zones de confluence, c'est-à-dire des croisements d'obliques pour lesquels on s'attend à une réaction soit bearish, soit bullish en fonction de la direction du mouvement. Vous voyez ici, si le marché devait revenir tester donc cette oblique qui est ici, sur cette zone qui est là, qui montre également une oblique baissière, on aurait une double résistance. Si on voit également les clôtures mensuelles qui sont ici, on a également un niveau de résistance chartiste. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que le GBP remonte donc sur les 1,50. Encore une fois, et donc par nomenclature, c'est un si, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il va le faire. Mais s'il le fait, donc c'est pour ça que je le mets en pointillé, s'il le fait, ici le seul plan c'est de shorter, parce qu'on est vraiment sous des niveaux de résistance multiples. Reshorter pour aller rechercher de nouveau donc l'oblique baissière, tout simplement. D'accord. Parce que je reste bearish sur le GBP USD, mais nous sommes sur une oblique importante qu'il faut quand même, respecter. Vous voyez ici, on a une fourchette d'Andrews. On a un point pivot clair, un point pivot clair. On est sur le bas de la fourchette d'Andrews. Donc par action-réaction, on devrait ici, potentiellement, il y a une probabilité que le marché aille de nouveau rechercher cet axe médian des prix. Okay. Et si c'est le cas, ça ne veut pas dire que j'ai envie de l'acheter.
D'accord? Ici, pour le coup, j'ai du mal à l'acheter parce que les supports sont vraiment pas clairs. Oui, on est sur des supports de moyen terme. Oui, effectivement, les 1,42, c'est un support de moyen terme. D'accord. Mais vous voyez jusqu'où le marché a pénétré? C'est-à-dire qu'il a pénétré ici jusqu'au 1,36, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sales mèches qui vont vous stopper 10 fois avant que votre mouvement y parte. Donc c'est dur en fait à acheter. Je préfère qu'il retrace, je préfère qu'il retrace, et qu'une fois qu'il a retracé, qu'on le reshorte, qu'on reste dans le sens du mouvement, qu'on reste dans le sens de la tendance. Et donc, si le GBP a cette, comment dire, cette potentialité de retracement par action-réaction, ça confirme le biais que j'ai sur l'euro GBP. Hein, puisque l'euro GBP, je le vois bearish pour le moment, tactiquement, avec l'idée de le racheter s'il vient rechercher le niveau de support que je vous avais montré. D'accord? Euro GBP bearish, ça veut dire que le GBP va être superformé l'euro USD. Donc, il a des chances de retracer face au dollar. Mais je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr et on est vraiment face à un mouvement important, très directionnel, donc c'est pas le plan, tout simplement. Stratégiquement, c'est pas le plan d'acheter. Tactiquement, vous pouvez faire des achats de court terme, il n'y a pas de souci, mais attention au levier que vous allez mettre et surtout faites gaffe à bien neutraliser votre risque rapidement. Mais stratégiquement, on ne cherche pas à l'acheter. On va le chercher à le vendre sur repli. Donc là, on aura une résistance sur les 1,46. Il peut tout à fait ici buter sous cette résistance et repartir. Mais en termes de timing, je préférais que ce soit un retour sur la ligne médiane en pullback du bas de cette fourchette d'Andrews que le marché a cassé. D'accord? Ça me permet de joindre des éléments de prix avec des éléments de timing. Et c'est beaucoup plus fort. Voilà. Donc, on va continuer. Je voudrais vous parler de l'USD Yen. Bon, l'USD Yen, le cours réagit bien sur cette confluence de canal haussier et canal baissier. Donc ici, on a bien une confluence. Ça veut dire que cette réaction haussière qui est ici est tout à fait justifiée d'un point de vue analyse graphique. D'accord? Je vous demande de vous en référer en fait à l'article que j'avais fait sur DailyFX, puisque je vous avais donné mon analyse sur le sujet avec une proposition donc d'achat. Alors, on peut regarder ensemble le DAX maintenant. Bon, il y a l'AUD. L'AUD est un peu plus compliqué pour moi. L'AUD, je ne sais pas. Bon, il est un peu compliqué. Je vais quand même vous présenter la vue mensuelle. L'AUD USD. On est sur des niveaux de support, toujours les mêmes. Je vous invite à regarder mes précédents webinaires. Je vous avais expliqué l'importance de cette zone. Pourquoi le marché est en train de latéraliser sur cette zone? Simplement parce que nous avons une oblique de moyen terme, nous avons des niveaux en fait d'expansion qui arrivent en cluster sur cette zone et on a également une warning line de cette fourchette d'Andrews et donc nous avons le marché à des arguments techniques pour constituer un socle sur ce niveau. Et mon plan n'a pas changé, c'est-à-dire que depuis des mois, je vous dis qu'ici on a un range qui s'est établi et que tant qu'on est dans ce range, on est neutre sur l'AUD-USD. Si le cours vient sortir de ce range par le haut, on va viser un retour sur les 0,80, sinon on visera un retour sur les 0,65. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur l'AUD-USD et ça peut se matérialiser ce range sous la forme d'un triangle. C'est pour ça que j'émets maintenant cette hypothèse de triangle, pas très beau, on n'en est qu'au début, mais je ne peux pas mettre ici une vague 5. C'est pour ça que je pars sur un scénario en triangle. Une vague 5 se fait en 5 temps, et je vois pas du 5 temps, je vois du 1, 2, 3. Vous voyez ici, on voit, c'est très chevauchant, donc c'est vraiment le range qu'on peut voir en mensuel. Et c'est plutôt des mouvements chevauchants en 3 temps. Et ça peut être le signe précurseur d'un mouvement en triangle. Donc on aurait vague A, vague B, vague C. Ici, de nouveaux points de blocage, un triangle. Et si c'est le cas, eh bien, ça peut signifier une prise en fait d'énergie pour la continuation d'un mouvement baissier sur la UD-USD. Mais pour l'instant, je n'en suis pas sûr. Donc je reste neutre tant qu'on est à l'intérieur de ce range. Et je ne fais rien sur cet actif. Voilà. Donc partons maintenant sur le CAC 40. Bon, on va partir sur le DAX. Je vais partir sur le DAX. Alors attention au DAX. Bon, on était bien sur le DAX. Vous avez vu, hein, j'étais un des premiers à dire
que les indices étaient sur des zones acheteuses de moyen terme. Quand on regarde, le, je vais vous mettre le CAC 40. Quand on regarde le CAC 40 en mensuel, il est clair, hein, il a vraiment tapé le bas d'un très beau canal de régression pour le coup. Donc ça, c'était vraiment acheteur, hein. C'est vrai que le marché, bon, il y a eu des éléments de panique, on a eu des variations très fortes, hein, sur les indices européens, mais graphiquement, cette zone des 3850-4000, excusez-moi, mais c'est une zone d'achat en fait, hein. On est sur un support de moyen terme, on est sur le bas d'un canal de régression. Bon voilà, le premier objectif c'est un retour sur l'axe médian des prix, c'est-à-dire sur la ligne médiane. Et puis on laissera tourner un solde pour espérer que le CAC casse tout ça et reparte vers des plus hauts en fait, vers le haut de ce canal, tout simplement. Donc je pense que c'est la seule stratégie qui valait, hein. Ici, vendre du CAC, ça n'avait pour moi aucun sens. C'est pour ça que j'étais un des premiers à alerter et écrire des articles sur DailyFX en disant attention, oui, en ce moment, on entend parler beaucoup de récession aux États-Unis, la Chine qui est un risque important, etc., etc. Oui, certes, le fondamental est là, certes, mais graphiquement, c'est un achat. Voilà. Et donc, je l'ai indiqué en tant que tel sur les articles, que ce soit sur le DAX, que ce soit sur le CAC, que ce soit sur le Nikkei. Tous ces indices-là étaient sur des seuils d'achat de moyen terme. Et c'est ce qui explique pour moi cette réaction bullish. Donc après, on aura un point d'arbitrage sur l'axe médian. Voilà. Quand le marché va revenir tester donc cette ligne médiane, on aura un vrai point d'interrogation, d'où prise de bénéfice. Et puis après, c'est le marché qui décidera. Mais pour l'instant, un support, ça s'achète, ça se vend pas. Si par contre le marché venait à casser ça, d'accord, ok, c'est plus la même. Si le marché venait à casser ce canal pour ensuite venir chercher en pullback le bas de ce canal, et du coup un support qui ferait résistance, d'accord, là je veux shorter ce point, mais je veux pas shorter un support. Pas un support qui vient en termes de timing en confluence d'un canal de régression haussier. Non, parce que là, il y a des grosses mains qui vont se manifester. D'accord. Et il y a des fonds de gestion qui se sont manifestés sur ces prix-là, qui envisagent encore une hausse sur les indices de 10-20%. Donc elle résonne en fait sur un certain nombre d'éléments qui sont à la fois fondamentaux, mais également sur des éléments d'analyse graphique. Voilà. Alors, on me demande si j'ai posté des positions sur Twitter, mais j'ai posté encore des analyses ce matin. J'ai posté des analyses sur le DAX. Alors moi, je suis en vacances, donc vous m'excusez, mais quand je suis en vacances, je ne traite pas forcément. Mais c'est les vacances scolaires. Et donc, je profite un petit peu de mes enfants. Mais vous voyez, je suis quand même là, toujours, pour vous fournir mes webinaires et mes articles en temps et en heure. Alors, sur le DAX, on a un problème. Le DAX, on était ici, vous voyez comme il était beau ce point d'achat sur les 8714. Pourquoi ici j'ai fait un article sur le DAX en indiquant que là, il y a des achats à faire? Parce que nous étions très clairement sur le bas d'un canal de régression. Il est hyper propre, d'accord? Et qui plus est, c'était le bas également de ce canal de régression ajusté sur les hauts. On ne peut pas être plus clair graphiquement parlant. Donc ici, le seul plan qui valait était tactiquement d'essayer d'acheter avec des prises de bénéfices, 1 sur retour sur la ligne médiane, 2 retour sur la ligne médiane de ce canal. Donc là on avait 2 TP, un TP1, un TP2. Et ici, point d'arbitrage. Pourquoi? Parce que nous sommes sous résistance et sur la ligne médiane. Donc là, ça ne sera pas évident. D'accord. Il faut voir comment le marché va réagir ici. S'il transperce en force, ok, donc après tout pullback peut de nouveau s'acheter. Mais pour le moment, on est vraiment sous une résistance importante. D'accord. Donc attention à court terme, on peut avoir des retracements sur le DAX. Vous voyez ici en plus à court terme on voit bien le canal. On a donc buté, on a fait une avalante baissière. Avalante, vous voyez le price action, hein, très clairement. Et donc derrière, bon, le marché retrace, mais il va. Là, la logique, ça serait qu'il aille chercher l'axe ici médian des prix. Il y a un retour au moins vers les 9600, 9620. D'accord. Dernier actif pour terminer le Bund. Moi, le Bund, je voulais, si vous tradez cet actif-là, je voulais vous alerter sur cette configuration graphique. On est sur un haut de canal de régression. Donc stratégiquement, il ne faut plus l'acheter ici.
D'accord? Tactiquement, on peut rechercher des shorts, mais attention, vous êtes contre tendance. Donc il faut vraiment être très précautionneux. Ok? Stratégiquement, l'idée, ça serait d'attendre un retour des prix sur les 160, puisque là, on serait sur la ligne médiane qui viendrait jouer donc un rôle de support et cette ancienne résistance qui fera office de support. Donc les 160 sont intéressants et on pourrait tout à fait avoir ce scénario là parce que je pense que le boom quand même il est assez haut maintenant et qu'il faudrait un retracement beaucoup plus profond. Donc on peut tout à fait avoir ce genre de choses, ce genre de trajectoire. Bon, j'en suis pas sûr, hein, mais c'est vrai que si le marché retraçait là sur les 160, j'aurais envie de l'acheter et là je reprendrais des bénéfices. Et là par contre, clairement, je chercherai de nouveau à le shorter parce que là on aurait vraiment des divergences qui vont apparaître sur les cours, donc sur les oscillateurs, pour aller rechercher le bas du canal. Donc un retour sur les 155, 156. Et là, de nouveau, une recherche d'achat, au moins vers la ligne médiane. D'accord? Et là, point d'arbitrage, clair et net. Donc prise de TP obligatoire pour un achat, donc sur les 155. Ok? Bon, vous voyez un petit peu comment je procède. Encore une fois, vous avez tous mes articles, j'explique vraiment mes stratégies analytiques et la façon dont j'aborde le trading. Donc, on ne peut pas être plus transparent. Ma dernière analyse sur le gaz, bah écoutez, je vous en ai produit une cette semaine parce que l'opportunité que j'avais donnée s'est avérée perdante, hein. Le gaz a fait un plus bas et donc du coup, quand on regarde maintenant la nouvelle disposition graphique que je vous ai apportée, surtout en utilisant une échelle logarithmique, on est au milieu d'un canal. On est certes sur une zone de support, mais au milieu d'un canal, donc on n'a pas le timing. Je pensais vraiment, j'ai quand même vraiment été surpris, hein. Vous voyez, par exemple sur le pétrole, je vous ai vraiment donné des super opportunités. Sur les indices, je vous ai donné des super opportunités. Sur l'euro aussi. Sur le gaz, je me suis planté, je l'avoue. Et je vous avoue que j'ai vraiment été surpris parce que on avait quand même des bons éléments techniques à notre disposition. Mais le marché est le marché et parfois il nous prend en contre-pied. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut toujours rester humble et surtout money management, money management, money management. Voilà. Ok, bah écoutez, alors, est-ce que j'utilise donc, question de la part de Yas, est-ce que j'utilise toujours les méthodes d'impulsion avec les bandes de Bollinger? Non, je les j'utilise plus en fait les indicateurs mathématiques parce qu'ils sont trop en retard. Donc je préfère en fait utiliser, vous voyez, en fait j'utilise des outils par anticipation. C'est-à-dire que les niveaux Fibonacci sont des niveaux d'objectifs et de niveaux de retracement. Donc ce sont des projections dans le temps, des projections dans le temps. Les niveaux, les recherches de canaux de régression, ce sont également des reports de trendline. Donc ce sont des reports de trendline qui vont me donner des éléments de timing dans le temps. Donc j'utilise en fait des outils qui vont me permettre d'être dans un schéma analytique d'anticipation, donc dans la recherche de zones stratégiques par anticipation. Alors que les indicateurs mathématiques nous donnent toujours une résultante par rapport au passé. Et les bandes de Bollinger, on sait qu'elles s'adaptent quand elles partent. Quand un mouvement part en impulsion, c'est pas le haut de votre bande de Bollinger qui va résister en fait, hein. Elle va s'écarter, elle va entrer en phase 2, puis en phase 3, et donc derrière, c'est pas toujours, c'est pas forcément facilement exploitable. Les bandes de Bollinger, c'est pratique quand le marché est en range. Parce que quand vous avez des bandes qui sont plates, ça identifie vraiment des ranges et à ce moment-là des stratégies de scalping, vente de haut de range et achat de bas de range sont des stratégies qui sont vraiment intéressantes, franchement, mais pas dans le enfin, pas dans le cadre d'un suivi de tendance. Les bandes de Bollinger pour le suivi de tendance, c'est pas l'outil idéal, quoi. Voilà. Bon bah écoutez, oui, alors effectivement Totof, euh, effectivement, je reste toujours purement technique, c'est vrai. Pas de macro dans la prise de position. Les biais bloquent les opportunités, c'est exactement ça. En fait, c'est très difficile pour nous en tant que particuliers de pouvoir juger du fondamental. D'accord? Les news, en fait, j'ai envie de dire, peu importe le sens, peu importe qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'il y a une news qui va arriver. Ça, c'est important. Finalement, c'est le calendrier qui est important, mais la valeur en tant que telle, franchement, on n'est pas à même de l'interpréter. Est-ce que le marché l'a déjà digéré dans les cours? Oui, non. Qui peut répondre? Certainement pas moi. D'accord. Par contre,
quand je vois un marché qui vient chercher avant news un bas de canal, et que la news fait partir le cours dans le sens d'un rebond, je me dis, bon bah voilà, techniquement le marché a été chercher le point extrême avant news, et donc c'est parfait. Donc je me positionne dans le sens de mon biais technique. Si par contre on est au milieu de canal, vous voyez, au milieu de canal, et qu'il y a une news qui arrive, surtout je ne fais rien. Surtout je ne fais rien. J'espère que la news va m'amener en bas de mon canal. Et si c'est le cas, je me positionne contre la news, puisque je vais donner plus d'importance en fait à mon approche technique qu'à la news elle-même. La news, c'est souvent une bonne façon pour le marché de sortir les particuliers, de sortir ceux qui avaient des stops trop serrés, de nettoyer le marché, d'aller chercher des biais, des niveaux techniques forts, et une fois que le niveau technique fort a été trouvé, bing, le marché part, mais comme une balle dans l'autre sens. Bon bah si vous aviez le bon canal de régression, trader les extrêmes, voilà, totof. Si vous aviez le bon canal de régression, et bien dans ce cas-là, cette news vous aurait été utile puisqu'elle vous aura permis d'aller chercher votre zone stratégique. Et puis du coup, bah, vous êtes entré quoi. Vous êtes entré dès que vous voyez une mèche qui se constitue, c'est que bon bah il y a des prises de bénéfices, il y a des gens qui se positionnent contre la news, et donc bah vous y allez quoi, tout simplement, hein. Moi j'ai vu par exemple sur le, c'est marrant, une super anecdote et je vais en rester là parce qu'il est 17h11. Le GBP CAD, on était haussier. euh, voilà, bien d'accord avec toi sur les news. On peut le voir en ce moment sur le pétrole. En ce moment, les stocks, il y a du pétrole, on ne sait plus quoi en faire en termes de stock. Et pourtant, le pétrole, il monte. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est difficile de le vendre maintenant, ce pétrole. C'est vraiment difficile. On est sur des bas de canaux super importants en vue logarithmique. Moi, je ne peux plus le vendre de pétrole. Et donc, bah voilà, la stade de 16 heures, alors je ne sais pas ce qu'elle a fait, hein, la stade de 16 heures sur le pétrole. On peut regarder ça ensemble. Voilà, vous voyez, le pétrole, dans mon article, je vous avais dit ici, alors j'ai essayé de comprendre pourquoi on bloquait ici, à un moment donné, pourquoi on avait fait un triangle, simplement parce qu'on a un canal de régression d'ordre supérieur qui est là, vous voyez. On a un beau canal de régression ici. Donc le marché a été chercher un point bas, on a bloqué sous l'oblique, on a pris appui sur l'oblique, tout simplement, ce triangle était une prise d'énergie, et donc là on va aller rechercher mon TP2, hein. Donc le TP1 pour moi il reste en ligne de mire, donc toute la stratégie que je vous ai donnée d'achat sur le pétrole depuis les 30, 31, regardez comme elle est belle, on est en train de casser toutes les résistances, et contre les news, hein. Et là voilà, de nouveau un range, on est en train de le péter, donc là on va chercher le TP1 vers les 38, 39. Donc ça c'est la réalité du marché, c'est que quand techniquement on a atteint des seuils de moyen terme, c'est pas des petites news de stock qui vont sortir aux US qui vont changer la donne. C'est simplement que les grosses mains se désengagent aujourd'hui de stratégies shorteuses, simplement parce qu'on a été atteint des bas qui sont trop importants et qu'il faut maintenant que le pétrole retrace vers des seuils plus attractifs pour le reshorter, tout simplement. Et c'est pas des informations hebdo sur le stock qui vont changer quoi que ce soit. Ça peut faire une mèche baissière. Vous voyez qu'ici, hein, regardez ce qui s'est passé, le stock on est en H4 quand même, hein, et bien on a une mèche baissière et on a été cassé en fait tous ceux qui étaient à l'achat sur ces niveaux-là. Vous voyez ici on avait un support, et bien, tous ceux qui étaient à l'achat ici sur ce support des 36 se sont fait sauter. Et dans la foulée, bing, on pète les résistances. D'accord? Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Et puis surtout soyez prudents, n'oubliez pas, hein, demain le NFP, attention danger, il y a de la volatilité, hein, qui peut sortir de stats comme celle-ci, donc protégez votre capital, faites bien attention de ne pas utiliser n'importe quel type de levier face à des news de cette ampleur, et puis tout se passera mieux. Voilà, merci à vous, je vous dis à très bientôt et dès demain pour un prochain article.